toutes ces personnalités pour leur présence qui ont certainement rehaussé cette 13e édition de la CGCI Academy. Veuillez rester en place, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Nous allons assister à la prochaine articulation, le Fireside Talk, pendant que le Premier ministre procède à la coupure du ruban et la visite des stands. Mesdames et messieurs, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. On poursuit notre activité. Merci. Pour le Fireside Talk sur la souveraineté monétaire, nous invitons M. Adam Awad, directeur de publication du Financial Afrique. Il est journaliste économique chevronné, spécialiste des marchés financiers africains, fondateur du média panafricain et auteur du livre Le mythe de Tarzan. Nous invitons également M. Demba Moussa Dembélé, économiste et président d'Arcade. Demba Moussa Dembélé est un chercheur reconnu pour ses travaux sur la souveraineté monétaire, l'intégration régionale et les politiques économiques africaines. Et enfin, M. Achille Eke, président directeur général de The Washington Valuation Group, un expert en haute finance et évaluation d'entreprise, fort de plus de 25 ans d'expérience dans la banque et l'investissement entre l'Afrique et les États-Unis. Est-ce qu'il peut venir? Nos trois animateurs du Fireside Talk. Voilà. Je vais essayer encore de les faire asseoir. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous ouvrons le Fireside Talk sur la souveraineté monétaire. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Adam Awad, je vous laisse la tribune. Mesdames et messieurs, je vous prie de prendre place pour un débat intéressant qui fait suite à cette ouverture des CGCI Academy. Donc c'est certainement le débat le plus prégnant de ces 20 ou 30 dernières années, la souveraineté monétaire. Donc je vous prie de prendre place pour commencer. Nous n'avons plus assez de temps. Merci, merci de prendre place. Merci. Alors, pour en parler, nous avons aujourd'hui deux éminents experts. Il s'agit de Demba Moussa Dembélé, qui est économiste et président de l'Arcade. Demba est un chercheur reconnu pour ses travaux sur la souveraineté monétaire, l'intégration régionale et les politiques africaines. Je vous prie de l'applaudir. Je vous prie d'applaudir Demba Moussa Dembélé, grand économiste, chercheur, donc qui a fait beaucoup de travaux sur le franc CFA. Merci. Et comme co-débatteur, nous avons Achille Eke, qui nous vient des États-Unis d'Amérique. Il est le PDG de The Washington Valuation Group, une banque d'investissement. Achille Eke est un expert en haute finance et évaluation d'entreprise, fort de plus de 25 ans d'expérience dans la banque et l'investissement entre l'Afrique et les États-Unis. Avec vos applaudissements.
Alors, il ne nous reste qu'à commencer donc cette thématique qui porte sur la monnaie, contrôler sa monnaie, mythe ou levier stratégique. Je rappellerai cette formule américaine à propos des Européens et des Japonais quand ils disaient que le dollar est notre monnaie, c'est votre problème. Aujourd'hui, à l'heure des grands ensembles, à l'heure de l'intégration africaine, quelle est la place de la souveraineté monétaire? Et surtout, puisque nous avons devant nous un parterre de chefs d'entreprise, de confédérations patronales, de chambres de commerce, donc un parterre d'opérateurs économiques, on voudrait savoir donc de manière pragmatique que revêt le terme de la souveraineté monétaire. Est-ce que contrôler sa monnaie relève du mythe ou bien il s'agit d'un levier stratégique de développement? Donc pour commencer, je vais donner la parole à M. Achi Eke, qui est le PDG de The Washington Valuation Group. Alors, M. Eke, tout de go, je vais vous poser la question. Est-ce que contrôler sa monnaie relève du mythe ou il s'agit d'un levier stratégique pour l'économie? Oui, merci. Merci, cher modérateur, pour la question. C'est la question qui nous réunit ce soir. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais dire quelques mots, n'est-ce pas, à l'organisation de cet événement. Moi, je vis aux États-Unis depuis près de 30 ans. Et il y a 2 semaines environ, j'étais à Salt Lake City pour une conférence annuelle des experts en évaluation d'entreprise. Et donc, je reçois un message par email qui m'invite à participer à ce forum. Et il se trouve que je n'en avais jamais entendu parler. Alors, j'ai eu des doutes et puis je me suis mis à poser des questions à ceux qui m'ont invité. Et voilà que grâce à leurs réponses, j'ai pu, n'est-ce pas, identifier donc ce forum comme étant un forum qui existe depuis plus de 13 ans aujourd'hui. Et donc, j'ai accepté l'invitation. Et voilà que je suis arrivé hier soir, n'est-ce pas, après un long voyage. Mais je suis très reconnaissant parce que dès mon arrivée, j'ai été enchanté, n'est-ce pas, de découvrir Abidjan où j'arrive pour la première fois. Et j'étais très ravi de l'accueil également. Merci infiniment pour le comité d'organisation de cet événement. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il faudra que nous définissions un petit peu ce qu'on entend par souveraineté monétaire, avant de savoir si c'est un mythe ou alors c'est une méthode stratégique. Je crois que la souveraineté monétaire fait référence à la capacité d'un État à pouvoir créer sa propre monnaie, la contrôler, n'est-ce pas, entièrement, contrôler sa masse monétaire, contrôler, n'est-ce pas, les taux d'intérêt et contrôler tout ce qui va avec en tant que monnaie, notamment en termes d'émissions, sans l'interférence, n'est-ce pas, d'un État étranger ou d'une entité étrangère. C'est ça l'élément important ici. Alors, cela se fait à travers, n'est-ce pas, des banques centrales, à travers, n'est-ce pas, des structures qu'il va falloir mettre sur pied. Mais, grosso modo, la souveraineté monétaire revient à avoir sa propre monnaie et donc être capable de gérer cette monnaie de façon autonome, sans interférence étrangère. Alors, monsieur Achi Eke, vous dites donc gérer sa monnaie sans intervention d'un État étranger. Donc, si vous permettez, vous allez en rester là. Je donne directement pour créer un débat dynamique la parole à Demba Moussa Dembélé et je lui demanderai donc de définir ce qu'il entend en économiste par la souveraineté monétaire. Merci beaucoup,
Adama. C'est un plaisir de me retrouver à Abidjan, que j'ai visité plusieurs fois. Et je remercie la CGI pour cette session axée sur la souveraineté économique et sur la souveraineté monétaire. Et c'est un plaisir de partager le plateau avec le professeur Eko et toi, Adama, que je connais, avec lequel on a eu pas mal de débats au Sénégal, non seulement sur la monnaie, mais sur d'autres questions, l'intégration africaine, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de souveraineté économique sans souveraineté monétaire. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que les organisateurs de cette session ont compris qu'il fallait mettre les deux ensemble. Parce que si on ne contrôle pas sa monnaie, il est difficile de parler de souveraineté économique. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui définit votre politique monétaire, il va de soi que vous ne pouvez pas atteindre les objectifs de souveraineté économique. Et aujourd'hui, en Afrique, quand on parle de souveraineté économique, on s'est rendu compte que le paradigme qui a été hérité de la colonisation a échoué. Et tout à l'heure, je crois que c'est le ministre Diarra-Souba qui disait que 70% des exportations africaines sont composées de produits de base. Ça, c'est un paradigme qui ne peut pas mener au développement. Et la preuve, on s'est rendu compte que la plupart des pays africains sont parmi les pays les plus pauvres, les plus arriérés, et notamment dans notre espace CEDEAO. L'UMOA, sur les 8 pays qui composent l'UMOA, 7 sont des pays les moins avancés. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qui échappe à cette catégorie. Donc, il faut changer de paradigme, et pour changer de paradigme, il faut à la fois le paradigme économique et le paradigme monétaire. Et donc, la souveraineté monétaire, ce n'est pas un mythe, c'est tout simplement un levier stratégique sans lequel on ne peut pas parler de développement économique. D'accord. Je vois que le décor est bien posé. D'un côté, Hachi et que il rappelle donc que la monnaie ne doit pas être contrôlée ou bien interférée par un pays étranger. De l'autre, le professeur Demba Moussa Dembélé qui rappelle qu'il n'y a pas de souveraineté économique sans souveraineté monétaire. Donc, pour aller dans le vif du sujet, je vais prendre l'exemple du franc CFA. Alors, le franc CFA a suivi un certain nombre de réformes ces dernières années, avec la fin des accords monétaires, le lien avec la France et la perspective donc, du passage à l'éco, la monnaie commune de la CEDEAO, par l'ensemble des pays membres. Donc aujourd'hui, si on vous demandait quels sont les modèles gagnants en matière de réforme, comment aujourd'hui ou transformer le franc CFA, qui je vous rappelle, avec la fermeture du compte d'opération, avec la sortie des représentants du pays garant dans les organes donc statuaires, est-ce qu'on peut dire que d'abord que le franc CFA effectivement est une monnaie aujourd'hui souveraine ou indépendante en tout cas, et est-ce que les réformes sont suffisantes pour dire que nous sommes vraiment dans une perspective de souveraineté monétaire? Donc je donne d'abord la parole à M. Eke. Merci pour cette question. Je pense que le franc CFA, pour être clair, le franc CFA n'est pas une monnaie africaine, ce n'est pas une monnaie ivoirienne, ce n'est pas une monnaie sénégalaise, non. Le franc CFA est une monnaie qui appartient à la France parce que c'est la France, notamment le général de Gaulle en 1945, qui a, par décret, n'est-ce pas, et sur proposition
de son ministre des Finances à l'époque, M. Elbit Pleven, et du ministre des Colonies, n'est-ce pas, Jacques Soustel, signé donc un décret qui instituait la création du franc CFA. C'était le 25 décembre 1945 et publié au journal officiel le lendemain, 26 décembre 1945. Donc, il est clair que la monnaie CFA appartient à la France, mais ce passé historique qui dure depuis 80 ans aujourd'hui, 80 ans, continue à exister, et il est question aujourd'hui, par rapport au thème de ces débats, qui est la souveraineté, n'est-ce pas, économique, le temps de l'action. Est-ce que nous devons continuer avec une monnaie qui n'est pas la nôtre? Même s'il y a des réformes qui ont été faites, n'est-ce pas, dans certaines zones, notamment la zone de l'UMOA, n'est-ce pas, il est clair que la France et le propriétaire, comme je dis toujours, restera toujours avec sa monnaie, cherchera toujours à contrôler sa monnaie en tant que réforme, en tant que propriétaire de la réforme, propriétaire de la monnaie. Donc, toute réforme sans l'assentiment du propriétaire ne pourra pas aller, n'ira nulle part, à mon avis. Donc, je pense qu'il est opportun aujourd'hui de penser à un nouveau paradigme et de sortir de ce paradigme colonial ou néocolonial qui suscite, n'est-ce pas, beaucoup d'émotions, beaucoup de débats vifs des deux côtés, ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la sortie du franc CFA. Donc, voilà ce que je pourrais dire par rapport à cette question. D'accord, donc sortir du paradigme, voilà, donc je pose la même question au professeur Moussa Dembélé, et je rappelle juste avant sa réponse que il y a eu fermeture du compte d'opération, il y a eu fin des accords en 2019, je pense, et que là, la perspective, c'est d'aller vers une monnaie plus intégrée autour de la CEDEAO, l'ECO. Donc, quels sont les modèles gagnants en termes de réforme pour le franc CFA, et comment vous voyez la transition du franc CFA vers l'ECO? Oui, il y a eu quelques réformes qui ont été faites, effectivement, à partir de 2019, et qui ont été concrétisées au niveau de la France en 2020. Il n'y a plus les représentants de France au niveau du conseil d'administration de la BCEAO. Les comptes d'opération au niveau du Trésor français ont été fermés. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire du CFA une monnaie africaine? Non. Vous savez, en 2018, l'ancien directeur général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a écrit un papier sur le franc CFA pour le gouvernement français. Et il disait qu'il faut enlever les symboles qui fâchent et qui cristallisent la mobilisation des Africains contre le franc CFA, c'est-à-dire le mot CFA lui-même. Ensuite, la présence des Français au niveau de la BCEAO et le compte d'opération. Mais cela ne change pas la nature du franc CFA. Comme l'a dit le professeur Eko, ce n'est pas une monnaie africaine. Je vous donne l'exemple de la dévaluation de 1994. Édouard Balladur, qui était à l'époque Premier ministre français, a dit que nous, c'est-à-dire la France, avons décidé de la dévaluation du franc CFA parce que nous pensions que c'était dans l'intérêt des pays africains. C'est-à-dire 30 ans après les indépendances, quelqu'un d'autre décide de dévaluer le franc CFA et on vient à Dakar où on convoque pratiquement tous les présidents africains et premiers ministres qui partageaient le franc CFA pour leur donner la nouvelle, pour leur dire on a décidé, on ne demande pas votre avis. Et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Donc, qu'on change le nom ECO
à la place du CFA, tant que sur le plan institutionnel, il reste ces liens avec la France, par exemple la France est garante, dit-elle, de la convertibilité. De la convertibilité. Et ensuite, la libre transférabilité entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire, les pays qui utilisent le franc CFA, et la France, tout cela, tant que cela existe, on ne peut pas parler de souveraineté monétaire. Or, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, et comme d'ailleurs ce qu'on lit dans les livres, et même d'autres qui ont parlé avant nous, la souveraineté monétaire, c'est la capacité d'un État à contrôler sa propre monnaie, à la définir et à définir ses propres politiques monétaires. Or, professeur Demba Moussa Dembélé, excusez-moi de vous interrompre, mais quand je vois aujourd'hui que, s'agissant du franc CFA Afrique de l'Ouest, qui je concède est un peu différent du franc CFA Afrique centrale, en ce moment, je pense que, par exemple, les déterminants de cette monnaie, à savoir le taux directeur, à savoir les différents taux, sont définis par un comité de politique monétaire qui relève uniquement des cadres des pays membres, et l'émission aussi est fixée au niveau de la BCEAO entièrement par les pays membres. Donc j'ai l'impression quand même que là, s'agissant de souveraineté, on est quand même dans une certaine forme de souveraineté. Bien évidemment, la souveraineté totale et complète n'existe pas, je pense. Non, mais vous parlez d'émission, vous parlez de la politique, le comité de politique monétaire. Mais avant, rappelez-vous que c'était les ministres des Finances des pays de l'UEMOA qui définissaient la politique monétaire. Et avec les transformations, on leur a dit, vous n'avez plus, parce que c'est trop politique, on va amener des experts qui vont des experts que personne n'a élus. Ils viennent d'où? Et ce sont des experts qui ont été mandatés par leur gouvernement? Non, ce sont des experts, tout simplement, qu'on amène, on dit, vous définissez la politique au nom de 140 millions de personnes, donc personne ne sait d'où vous venez. Alors qu'avant, au moins, il y avait la touche politique avec les ministres des Finances. Oui. Et donc, je pense que même si la BCEAO émet la monnaie, même si c'est elle qui détermine le taux directeur, elle a toujours fait de toute façon. Ce n'est pas la Banque de France qui déterminait le taux directeur. Mais le problème, c'est que toujours, il y a cette tutelle qui est là, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, quand la Banque centrale a changé ses statuts, ou a réformé ses statuts en 2010, je crois, et dit que sa priorité, c'est la lutte contre l'inflation. Pour des pays qui cherchent à développer leurs économies. C'est-à-dire, la BCEAO, en fait, copie la politique monétaire de la Banque centrale européenne pour protéger la valeur externe du franc CFA, à savoir le taux de change fixe. Mais je vous disais tout à l'heure, juste pour terminer, à cause de cette contrainte, je lisais juste avant-hier le rapport de la BCEAO sur les banques commerciales de l'UEMOA. Et le même rapport de la BCEAO dit que les crédits à l'économie par rapport au PIB ne dépassent pas 27%. Le taux le plus élevé est de 27%. Mais ça étouffe nos économies. Et surtout qui sont composées de petites et moyennes entreprises. Pour la plupart. Oui. Donc vous soulevez deux questions. D'abord, le rôle de la Banque centrale en tant que gardienne ou bien en tant que championne ou bien de la lutte contre l'inflation.
Et de l'autre côté, le fait que les banques ne prêtent pas assez, que le crédit reste encore très marginal, avec seulement 25%. Alors, je me tourne vers le professeur, vers M. Hachi, et je lui demande d'abord, est-ce que lutter contre l'inflation, contenir l'inflation n'est pas un avantage comparatif dans une Afrique qui compte 41 monnaies et où on a des taux d'inflation parfois très élevés? Oui, alors l'inflation, c'est bien de se flatter avec, n'est-ce pas, cette stabilité, n'est-ce pas, dont on parle souvent. On dit que l'inflation est à 2-3%, c'est pour ça que le CFA, c'est une monnaie qu'il faut la garder, parce qu'on a peur qu'éventuellement on puisse déraper et tomber dans des situations, et généralement on cite le Zimbabwe en général comme exemple de pays qui n'est-ce pas, prend une brouette d'argent pour aller acheter un bout de pain. Donc, c'est des cas extrêmes. C'est pour ça, c'est l'argument des gens qui sont contre, n'est-ce pas, une nouvelle monnaie africaine, une nouvelle monnaie, n'est-ce pas, qui pourrait faire l'affaire ou alors satisfaire la souveraineté, l'élément souveraineté, n'est-ce pas, monétaire dont on parle ici. Bien, alors, l'inflation, c'est une chose importante. Il faut se le dire, c'est important de pouvoir contrôler l'inflation. Mais nous sommes des économies qui avons besoin de croître énormément. Il y a une demande énorme, n'est-ce pas, de nos populations, de la jeunesse africaine. On a parlé tout à l'heure de 67% de jeunes de moins de 25 ans, n'est-ce pas? Et ces gens, il faut leur trouver de l'emploi, il faut qu'ils puissent travailler, il faut qu'ils puissent épargner, n'est-ce pas? Un élément critique également du franc CFA, c'est surtout la libre transférabilité. N'est-ce pas? Chaque compagnie qui vient s'installer dans cette zone est libre à la fin de la journée de travail de transférer tout son argent en Europe ou aux États-Unis, n'importe où. Et ceci, n'est-ce pas, empêche donc qu'il y ait n'est-ce pas, assez d'épargne, n'est-ce pas, sur le plan local pour pouvoir créer une demande en termes d'investissement pour pouvoir satisfaire la demande. Tout à l'heure, on parlait des besoins en fonds propres. Voilà. On a parlé tout à l'heure des besoins en fonds propres. Alors, l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous n'avons pas suffisamment de masse monétaire, n'est-ce pas, qui reste dans la zone pour pouvoir permettre aux utilisateurs de conserver, d'épargner, de se bâtir un patrimoine financier qui peut servir de fonds propres pour lancer des industries, pour lancer des entreprises. Donc, vous voyez que l'argent qui sort tous les jours de la zone CFA, c'est un grand problème et c'est même ce problème qui est à l'origine de la dévaluation de 1994. Parce que le taux de couverture des importations des pays de la zone CFA était en dessous de 3 mois, qui est requis. Vous voyez, ce qui fait que la France, n'ayant pas joué le rôle de garantie, n'est-ce pas, dont elle se propose de jouer, a donc décidé de dévaluer parce qu'il lui semblait plus simple, plus pratique de le faire ainsi, au lieu donc de faire jouer, n'est-ce pas, son rôle d'assureur, c'est-à-dire payer le sinistre. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, le fait d'avoir des aménagements sur le CFA de l'Afrique de l'Ouest, c'est tentant, mais la France garde, n'est-ce pas, toujours le contrôle au niveau de la garantie et, n'est-ce pas, le CFA qui est fixe par rapport à l'euro, n'est-ce pas, est un travail qui a été effectué par la France pour permettre à ce que cet arrimage puisse rester à une valeur très élevée à 655 francs CFA, ce qui est très, très, très fort. Ce qui fait que le pouvoir d'achat d'un Français, quand il vient en Afrique, est de 13 fois ce qu'il était avant que cet arrimage à l'euro ne soit fait. Donc, véritablement, c'est un moyen de vider l'Afrique, n'est-ce pas? L'Afrique se vide de ses ressources. Vous pouvez travailler autant que vous pouvez, mais les ressources financières, l'argent qui est l'élément important en termes de transactions, en termes de création de la valeur, en termes de création des industries, cet argent sort à un rythme effréné. Donc, il faut qu'on puisse contrôler cela. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'avoir notre propre monnaie, notre banque centrale. Nous imprimons l'argent, nous contrôlons la masse monétaire, nous déterminons les taux d'intérêt, n'est-ce pas, les taux directeurs.
et nous décidons du niveau d'inflation que nous devons satisfaire. Voilà. Alors, j'ai envie, en fait, de vous challenger un peu sur ça, en disant que j'ai l'impression quand même que la BCEAO, effectivement, c'est elle qui contrôle la masse monétaire, qui la régule, c'est elle qui fixe ses taux, notamment le taux directeur, c'est elle qui fixe ses objectifs d'inflation. Et d'un autre côté, la France n'est plus aujourd'hui ni le premier client, ni le premier fournisseur, en tout cas des pays de l'UEMOA, puisqu'on assiste à l'émergence des pays émergents comme la Chine et la Turquie, qui sont devenus des partenaires de premier plan. Et d'autre part, les grandes entreprises françaises qui étaient là à l'indépendance, pour la plupart, elles ont soit disparu, soit elles ont transféré leurs actifs. Et je donnerai l'exemple récent des banques, les banques françaises, qui sont pour la plupart qui ont quitté ou qui cherchent en tout cas à quitter. Et pour dire justement, est-ce que dans votre analyse, vous ne minorez pas trop la partie économique, la partie des politiques économiques pour concentrer toute la critique sur la politique monétaire? Est-ce qu'en définitive, ce n'est pas aux politiques économiques africaines d'être plus ambitieuses en matière d'intégration continentale et régionale? Oui, M. Moussa Dembélé. Vous avez bien raison que sur le plan économique, il y a de nouveaux acteurs. Excusez-moi. La Chine, la Turquie et d'autres. Mais raison de plus pour changer de paradigme sur le plan monétaire. Parce que si, avec ces nouveaux acteurs, les pays de l'UEMOA avaient un contrôle total sur leur monnaie et une banque qui définisse ses objectifs non par rapport à la valeur externe de sa monnaie, mais par rapport aux objectifs de développement économique et social de ces pays, mais à ce moment, on aurait une autre dynamique qui va jouer. Or, même si, sur le plan commercial par exemple, la France n'est plus le premier client ou le principal client de certains de nos pays, mais le fait que sur le plan monétaire, elle soit toujours la garante de la convertibilité illimitée et que la transférabilité entre nos pays et la France soit maintenue, mais ça lui donne un rôle stratégique, quel que soit par ailleurs le poids économique des nouveaux acteurs. Donc pour moi, ce qu'il faut faire, c'est aller vers l'éco, peut-être avec changer, si vous voulez, le nom en éco. Changer le nom du franc CFA en éco, certes. Maintenir les 8 pays en essayant peut-être d'élargir les rangs à d'autres pays. La Guinée peut-être, je ne sais pas, la Sierra Leone, je ne sais pas, etc. Mais il faut que ce lien ombilical, pour m'exprimer ainsi, soit rompu pour avoir une monnaie véritablement souveraine. Parce qu'il faut que ce soit les pays qui définissent, qui contrôlent cette monnaie et qui définissent des objectifs en fonction de leurs intérêts et en fonction des nouvelles tendances qui se développent. Parce que tout le monde parle de souveraineté. Et vous voyez que les pays qui sont souverains, les pays qui sont aujourd'hui à la pointe du développement économique et social dans le monde, contrôlent leur propre monnaie, quelles que soient les difficultés. Il y a toujours des problèmes. Mais on contrôle notre propre monnaie, nous définissons notre politique monétaire, nous nous fixons nos objectifs en fonction de nos intérêts. Et c'est ça qu'il faut faire. D'accord, c'est ça ce qu'il faut faire, c'est-à-dire aller vers l'éco de la CEDEAO, qui, je vous rappelle, pour le moment, a fixé un nouvel objectif, c'est 2027. Donc, est-ce que cet objectif, il est apporté ou bien il va encore être un nouveau report? Non, l'éco de la CEDEAO, à mon avis, ne peut pas être à l'ordre du jour. Pourquoi?
Parce que les critères de convergence, les divergences entre ces critères, entre les différents pays, les divergences sont énormes. J'ai juste quelques statistiques très, très simples. Très simples. L'inflation moyenne au Nigeria en 2024, presque 40%. L'inflation moyenne. Au Ghana, 21%. Chez nous, 3,5%. Vous voyez le gap. Le taux directeur de la Banque centrale du Nigeria, toujours en 2024, 29%. Ghana, 26,25%. Et chez nous, aujourd'hui, c'est 3,25%. Vous voyez, avec ces divergences, on ne peut pas aller avec ces critères, ce qu'on appelle des critères de convergence, avec le Nigeria, avec le Ghana. Maintenant, si on décide que le Nigeria ne fera pas partie, ça veut dire que la dynamique de l'intégration ouest-africaine va prendre du plomb dans l'aile. Elle ne pourra pas se faire. Et elle sera renvoyée au calendrier grec ou au calendrier africain, comme vous voulez. Mais peut-être que c'est une voie de contournement qui pourrait accélérer, permettre en tout cas le contrôle de notre monnaie et d'avoir cette souveraineté qui permettrait peut-être plus tard d'élargir le cercle au Nigeria ou au Ghana quelques jours. Mais pour le moment, la CEDEAO, l'écho de la CEDEAO ne peut pas, 2024, 2027 ou 2030, aussi longtemps que ces divergences existent, à mon avis, ce n'est pas une solution à envisager. Alors, donc, nous voyons d'une part une zone à faible inflation, c'est la zone de l'UEMOA, avec des taux directeurs de la Banque centrale qui sont très étroits, en fait, qui sont même un petit peu comparables à ce qu'on voit dans les pays développés. Et d'autre part, nous avons des pays avec une forte inflation et des taux directeurs très élevés. Monsieur Achi, et que, en tant que banquier d'affaires, et comment vous expliquez d'abord ce gap entre le Nigeria, le Ghana d'une part, et les pays de l'UEMOA d'autre part? Oui, écoutez, c'est disons, le côté négatif, n'est-ce pas, de la variabilité ou de la flexibilité de la monnaie par rapport n'est-ce pas, aux différentes monnaies étrangères, n'est-ce pas, sur le marché. C'est-à-dire que quand vous avez une monnaie fixe, comme le CFA, avec un taux fixe, avec l'euro, vous êtes statique, les variabilités n'y sont pas parce que vraiment, vous avez décidé d'être arrimé à l'euro. Quand l'euro augmente en valeur, eh bien, ça pèse, n'est-ce pas, sur nos économies, notamment la dette, etc., etc. Quand l'euro baisse, eh bien, c'est avantageux un petit peu pour nous. Par contre, sur le plan du développement, nous avons un problème. Nous ne pouvons pas nous développer parce que nous sommes limités par un niveau de crédit qui est tellement bas. On a parlé tout à l'heure de 27%, hein, n'est-ce pas? Les banques commerciales dans la zone CFA, n'est-ce pas, ne financent pas nos économies parce qu'elles sont astreintes à gérer l'inflation. Elles ne veulent pas prêter beaucoup d'argent parce qu'en prêtant beaucoup d'argent, ça va créer, n'est-ce pas, une autre inflation, n'est-ce pas, qui va donc les obliger à gérer, n'est-ce pas, cette inflation de nouveau, alors qu'eux, ils ne veulent pas le faire. Ils veulent garder, donc, n'est-ce pas, cette inflation au niveau qui leur est recommandé. Donc, c'est très limité, on ne se développe pas, les industries ne sont pas financées. Le taux de crédit, 27%, ça c'est pour la CEDEAO, l'UEMOA, la zone UEMOA, et il est environ de 20% dans la zone CEMAC, par ailleurs. Donc, véritablement, il y a un problème, il y a un problème avec cela. Donc, notre objectif, c'est de nous développer, c'est de participer, c'est de faire éclore le génie, n'est-ce pas, de la créativité de nos jeunes, n'est-ce pas, de nos entrepreneurs,
Et parce que c'est ça, c'est comme ça qu'on développe un pays. Il faut que, n'est-ce pas, l'industrie soit mise en place, il faut que les industriels puissent, n'est-ce pas, trouver des financements pour financer les industries, les entreprises. C'est comme ça qu'on va développer nos pays. Ce n'est pas avec une inflation à 3% maîtrisée où on ne fait absolument rien du tout. C'est bien d'avoir une monnaie dont tout le monde se flatte, mais qui ne nous sert pas à grand-chose. Parce que 80 ans après, on a l'impression que tous les pays de la zone CFA sont les derniers de la classe. Vous voyez, c'est ça. Donc, il faut donc, à partir des données que nous avons, savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut se satisfaire de cela ou alors il faut changer, aller plutôt vers, n'est-ce pas, une nouvelle monnaie que nous contrôlons entièrement, qui sera flexible par rapport à d'autres paniers, n'est-ce pas, de monnaie, ou, n'est-ce pas, et qui nous permettra donc de mieux gérer nos économies, de pouvoir satisfaire à nos besoins de développement économique, de satisfaire à nos stratégies de développement sur le plan politique, sur le plan économique, et donc satisfaire, n'est-ce pas, aux demandes de nos populations. À la fin de la journée, c'est ça qui importe. Est-ce que nous aidons nos populations à sortir de la pauvreté? Regardez la Chine qui a sorti des milliards, près d'1 milliard de personnes, n'est-ce pas, de la pauvreté en 30, 40 ans. N'est-ce pas? Ce n'est pas avec la monnaie qui appartient à quelqu'un d'autre. Il faut avoir sa monnaie, il faut avoir les leviers de son développement. Sinon, vous serez, c'est un peu comme quelqu'un qui travaille, n'est-ce pas, chez quelqu'un et espère pouvoir s'enrichir plus que la personne. Alors, chez qui vous travaillez, c'est pas possible. Je pense que la cause est bien entendue. Il faut avoir les leviers de sa souveraineté monétaire. Maintenant, je voudrais juste quand même apporter une précision et dire qu'on soit en zone CFA ou en zone non CFA, le taux de crédit rapporté au PIB est très faible en Afrique subsaharienne, qui compte, je vous rappelle, 41 monnaies. Donc j'ai l'impression que la problématique, elle dépasse le cadre monétaire. La problématique de l'octroi du crédit, en tout cas. Et d'un autre côté, quand je compare l'évolution du Naira depuis sa création, l'évolution du CEDI, et je la compare avec le franc CFA, je pense que le banquier d'affaires que tu es devant, monsieur, et que voudrait quand même convenir un petit peu avec moi que peut-être la stabilité a quelques vertus, la stabilité monétaire, même si elle ne complète pas toute l'équation économique. Il faudrait aussi des politiques économiques, il faudrait des États, des politiques d'intégration. Et là, justement, au sein de la CEMAC, vous voyez toutes les barrières non tarifaires, toutes les barrières qui sont des obstacles à l'économie. Donc peut-être aussi les échecs qui ont été relevés ici concernent aussi les politiques économiques, le rôle des États, et qu'il faudrait même avec une nouvelle monnaie prendre en compte ces aspects-là. Si vous le permettez, je peux donner la parole à la salle s'il y a des personnes qui voudraient intervenir. Donc, poser la question à nos deux experts qui sont là. Voilà. La parole est à vous. Oui. Ah, c'est bon? OK. Oui. Pas une hôtesse. Attendez. On va faire l'aller-retour. Oui. Merci. Présentez-vous. Alors bonjour à tous, merci beaucoup en cette 13e édition de la HECI de pouvoir me permettre de prendre la parole sur ce sujet important. Une question simple. Vous êtes je suis Monsieur Bigpo, Adaï Franck-Olivier, je travaille pour Yabex, un partenaire de scoring. Et la monnaie dans mes études et même dans ma vision pour le continent est importante. Donc j'aimerais juste poser une question qui est plutôt une réflexion que je m'étais faite. Je suis Bigpo Franck, je travaille pour Yabex, un partenaire de scoring.
J'aimerais juste poser une question qui est une réflexion en réalité. Est-ce que si notre monnaie, au lieu d'être arrimée sur une monnaie, était arrimée sur un panier de monnaies, est-ce que ça ne résoudrait pas l'un et l'autre des problèmes, c'est-à-dire celui de l'inflation et du financement de l'économie, et en même temps celui de la potentielle sécurité, possibilité de revenir à une inflation faible et à une stabilité économique et monétaire? Merci, merci. Donc on prend une série de questions, on revient. Il y a un monsieur qui veut... Je me rapproche. Ok, merci. Je suis Kone Sanga, je suis directeur administratif et financier dans une association professionnelle. Ma question s'adresse surtout au professeur Demba. Je pense qu'il a dit tout à l'heure, comme perspective pour l'éco, il voyait peut-être des pays de l'UEMOA plus certains pays. Bon, je veux dire, comment est-ce que le Grand Nigeria verrait cela et selon cette idée, que peut devenir en tout cas l'intégration sous-régionale si on doit envisager un éco sans le Nigeria et peut-être sans le Ghana, qui sont quand même des poids économiques, mais c'est vrai qu'ils ont une inflation, qui ont peut-être des indicateurs macroéconomiques à améliorer. Merci. Merci. Alors bonjour à tous, je suis Madame Fofana de la start-up Farafina Kanou. Alors moi, ma question est sur la digitalisation. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que penser aux crypto-monnaies ou bien à une monnaie digitale, donc, parce que c'est un peu différent, pourrait justement nous sortir de cet imbroglio-là? Merci. Merci. Alors, on répond à ces trois questions. Une dernière. Voilà. Une dernière. Ouais, une dernière de l'autre côté. Oui. Allez-y. Je voudrais savoir si la souveraineté monétaire assure la souveraineté économique. La Gambie a sa monnaie. La Sierra Leone a sa monnaie. Merci. Oui. Bonjour, monsieur. Moi, j'ai deux questions. Je voulais savoir, les pays comme la Mauritanie, la Guinée-Conakry, qui ont leur monnaie. Alors, je voulais savoir où on en est aujourd'hui avec ces pays-là par rapport à la Côte d'Ivoire qui a les CFA. Ça, c'est un. Ma deuxième question, c'est de savoir, les fintech, on parle de plus en plus des fintech. Alors, qu'est-ce qui c'est réellement? Qu'est-ce que ça peut apporter à nos économies? Voilà, merci. Merci. Je pense que nous avons de très bonnes questions qui visitent toutes les thématiques. Donc, il y a d'abord la question de l'arrimage à un panier de devises, donc pour résoudre l'équation du CFA. Donc, M. Achieke, à vous. Oui. C'est une solution qui a été proposée par plusieurs experts, mais il en demeure pas moins que la France reste toujours le propriétaire de la monnaie. Vous voyez, et donc continue à tenir, n'est-ce pas, les cordes, n'est-ce pas, de cette monnaie, et donc à influer sur les décisions que, n'est-ce pas, nous devrions, en tant que pays souverain, prendre. Et donc, c'est cet aspect-là qui est problématique. Et si on doit se débarrasser donc de ce, n'est-ce pas, de ce vestige de la colonisation, il faut effectivement couper tous les ponts avec, n'est-ce pas, cette présence étrangère sur notre monnaie qui influe en termes de décisions souveraines que notre banque centrale devrait pouvoir prendre sans consultation avec quelques partenaires extérieurs que ce soit. Donc, même si on l'arrime à plusieurs monnaies, déjà qu'il faut que la France soit d'accord, n'est-ce pas? Parce que c'est elle qui décide par rapport à cela, c'est elle qui exige qu'elle soit arrimée à l'euro, et c'est elle qui refuse, puisque c'est un des points de négociation
n'est-ce pas, qui a eu lieu avant que le CFA ne soit arrimé à l'euro. Les gens pensaient, est-ce que ça va être arrimé à plusieurs monnaies, etc. Mais en définitive, la France a refusé et a insisté à ce que ça reste arrimé à l'euro, ce qui lui donne un pouvoir d'achat énorme par rapport n'est-ce pas, à nos pays. D'accord. Donc, professeur, par rapport à cette question de l'arrimage. Oui, mais écoute, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Peut-être la question. S'il faut changer d'arrimage, ça veut dire qu'il faut que le cordon ombilical, comme je le disais tout à l'heure, soit coupé, ou alors ce ne sera pas possible. Ouais, donc tous les deux, que le cordon ombilical soit coupé. Je pense que la question concernait plutôt si l'écho qui va être créé ne devrait-il pas être arrimé à un panier de devises? Oui, mais l'écho ici, d'abord, quand les dirigeants de la CEDEAO se sont réunis en juin 2019 à Abuja, après ont décidé de lancer l'écho, c'était en 2020 d'ailleurs, et ils ont décidé que l'écho serait arrimé à un panier de monnaie, 5, dont l'euro bien sûr, le yuan chinois, le dollar, la livre sterling et le yen japonais. C'est ce qui avait été décidé. Bon, maintenant, si l'écho CEDEAO doit avoir le jour, je pense que le schéma reste le même. Mais à ce moment, ce n'est plus le schéma actuel du franc CFA. C'est ça. D'accord. Alors, vous gardez le micro, professeur. La deuxième question vous concerne. Oui. Donc, c'est le Nigeria et l'ECO. C'est-à-dire, si on adoptait l'ECO sans le Nigeria et le Ghana, qu'en serait-il de cette union monétaire? Oui, évidemment, je l'ai dit. En fait, le problème, c'est qu'il y a une tendance de plus en plus affirmée dans certains cercles politiques et économiques qui exclut le Nigeria de cette dynamique monétaire. Pourquoi? D'abord, pour des raisons économiques, c'est-à-dire les critères de convergence. Je vous ai cité quelques chiffres. Les divergences sont énormes. Et le président de la BCAO, le directeur général de la BCAO, il y a, je crois que c'était au mois de mai ou juin, il faisait le point sur le processus de convergence macroéconomique au niveau de la CEDEAO. C'était à Dakar. Mais il a constaté que les divergences sont énormes. Et il a dit que le problème de la convergence macroéconomique reste un défi énorme. Et c'est pour cette raison que certains disent le Nigeria, c'est vrai, c'est 65% du PIB de la CEDEAO. C'est presque la moitié de la population de la CEDEAO, ou un peu plus. Donc, si on exclut le Nigeria, il est évident qu'on ne peut pas parler d'union, d'intégration ouest-africaine. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut toujours reporter à plus tard l'adoption d'une monnaie commune ouest-africaine? Parce que ça a commencé depuis le milieu des années 80. On est 40 ans dans ce processus. Donc il y a certains qui disent qu'il faut exclure le Nigeria et puis aller avec les pays de la CEDEAO, de l'UEMOA et quelques autres pays. C'est tout. Moi, je ne fais que répéter. Ce n'est pas bien sûr, mon désir, quoi que ce soit, mais je ne fais que répéter ce que des débats qui sont agités à ce niveau-là. Ouais. Il y a aussi une question, je pense, qui est adressée à tous les deux, c'est digitalisation crypto-monnaie. Donc, pour sortir de cet imbroglio. OK. La digitalisation, la crypto-monnaie, c'est... Au départ, ça faisait peur. Hein? Tout le monde se méfiait, mais quand je remarque que ces dernières semaines, et même ces derniers mois,
des grands groupes, n'est-ce pas, de gestion, n'est-ce pas, d'actifs comme BlackRock s'intéressent énormément à la crypto, n'est-ce pas, et le président Trump lui-même, n'est-ce pas, investit beaucoup dans la crypto-monnaie. Donc, ceci nous fait comprendre qu'effectivement, il y a un intérêt aujourd'hui à ce que, n'est-ce pas, la crypto, ou plutôt que les pays africains regardent dans ce sens-là également, parce que la numérisation, la digitalisation et les monnaies digitales, n'est-ce pas, deviennent de plus en plus, n'est-ce pas, intéressantes, et plusieurs investisseurs commencent, n'est-ce pas, à investir normalement, surtout que le Bitcoin aujourd'hui a plus de 100 000 $. Hein, le Bitcoin, c'est ce qui est intéressant. Et ce qui se passe, c'est que le problème du Bitcoin, c'était la grande fluctuation, n'est-ce pas, de cette monnaie digitale qui faisait, n'est-ce pas, des riches un matin et des super pauvres le lendemain. Alors, ce que les entreprises comme BlackRock ont convenu de faire, c'est d'investir massivement dans cette crypto pour essayer de contrôler ces variabilités sur le plan du marché. Vous voyez? Donc, au niveau du marché, n'est-ce pas, en achetant beaucoup de Bitcoin, ils exercent un contrôle, n'est-ce pas, sur les variabilités, ce qui fait qu'il n'y aura plus beaucoup de pics. C'est pour ça que tous, le président Trump, sa famille, commencent à investir là-dedans parce qu'ils commencent à contrôler cela. Et il y a également ce qu'on appelle les stablecoins, pour ceux qui connaissent un peu la crypto, les stablecoins qui, n'est-ce pas, sont un peu plus stables, que plusieurs pays commencent à utiliser. Mais essentiellement, il faut se rendre compte que tout le monde se rende compte que la crypto est là pour rester, ce n'est pas pour disparaître. Et voilà donc ce que je peux dire par rapport à cette question. Donc c'est une solution qu'on peut également adopter au niveau de nos États. Ouais. Donc vous appelez à ce que le cadre réglementaire peut-être soit adapté pour les monnaies digitales et les crypto-monnaies. Oui, il faut pas toujours rester à la traîne. Il ne faut pas toujours rester à la traîne en Afrique. L'intelligence artificielle est là, il faut qu'on soit là où l'innovation se fait. Le combat qui se fait en termes de leadership pour l'intelligence artificielle entre les États-Unis, la Chine et l'Europe, l'Afrique n'y est pas. En termes de crypto, ça s'est fait, c'est la même chose, l'Afrique n'y est pas. Il est temps que nous soyons capables, parce que nous avons accès à Internet, nous avons accès à toutes les informations à la seconde, tout comme le petit Européen ou bien le petit Américain qui est je ne sais pas, en Floride, dans son petit coin. Tout le monde a accès à la même information. Parce que j'ai vu que pour la zone CEMAC, avec le cas de la Centrafrique et le Sangocoin il y a quelques années. Oui. Donc, oui, le Salvador était le premier pays à avoir acheté des bitcoins et a subi les foudres du FMI, la République centrafricaine également. Donc je pense que ce sont des initiatives qui au départ font peur, mais pour ceux qui comprennent